Bonjour, bienvenue chez Chifra, plateforme où est-ce qu'on parle avec amour de périnatalité. Aujourd'hui, j'ai le privilège, le bonheur, le plaisir de vous présenter la belle, la jolie, la magnifique, la très capable Britney. Yeah. Aujourd'hui, nous sommes avec Britney pour qu'elle puisse nous raconter à son tour son histoire de naissance. Ça fait déjà 9 mois bientôt qu'elle a accouché. Je sais qu'elle a tout plein de choses à dire. Et 9 mois, c'est très intéressant comme c'est 9 mois que le bébé fait dans le ventre. Et là, ça fait 9 mois qu'il est out. C'est vrai. C'est aussi comme significatif, je trouve. Extériorise la grossesse en tant que telle. Comment c'était pour toi? En somme toute, j'ai eu une bonne grossesse. J'ai pas eu de diabète, des grosses douleurs ou les autres complications qui peuvent être liées à la grossesse. J'en ai pas eu. C'est bien passé. Même mon premier trimestre, c'est pas le meilleur trimestre. Mais vraiment, quand j'entends certaines histoires, je me dis que j'ai été chanceuse. Tu étais suivie dans un hôpital. Est-ce que tu connaissais déjà le docteur? Non, moi quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis inscrite au service ma grossesse du gouvernement du Québec. On m'a appelé par la suite pour me donner rendez-vous avec une obstétricienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu pensais qu'aurait été la grossesse versus qu'est-ce que ça a vraiment été? C'est sûr que moi, je suis quand même jeune. Mes amis sont donc dans la même tranche d'âge que moi, même s'il y en a qui sont plus vieux que j'en ai. Pas vraiment autour de moi qui ont eu des enfants. Pas quelque chose que je côtoyais, on va dire, on a daily. Après toi, que j'ai vu, pour other people, c'est pas des gens que je voyais tous les jours. On est dans une génération de réseaux sociaux, c'est sûr qu'il y avait TikTok, Insta, Snap, parce que je voyais tout ça, mais c'était toujours beau. Pas pour dire que ça l'est pas dans la vraie vie, mais c'est pas aussi simple. Je voyais vraiment le côté esthétique, les photos de maternité, la préparation. C'est sûr qu'il y en a qui vont montrer aussi les changements que ça apporte dans ta vie de tous les jours ou même dans ton corps. They don't show the inside. Les rendez-vous, je trouve pas de position la nuit, c'est pas nécessairement démontré. Donc ça te ramène un peu à terre, mais ça n'a pas enlevé la beauté de la chose. Et je sais que tu voulais aussi parler de la prise de poids. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est même pas tant par rapport à moi, parce que oui, c'est sûr que moi, j'ai pris là comme une quarantaine de livres pendant ma grossesse. C'est même pas ce qui m'a dérangé en tant que tel. Puis j'ai vu un article en plus récemment là-dessus sur une nouvelle. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a un certain point où tu arrives, ou quand tu dépasses la limite de ce que eux décident qui est acceptable dans la prise de poids. Quand tu vas dans tes rendez-vous, en tout cas pour moi, it wasn't really even about the baby anymore. Mais le premier sujet qui arrivait, c'était le poids. Ça mettait une pression à un point tel que quand je savais que mon prochain rendez-vous arrivait, I was like, je comprends parce que je sais qu'on va aborder le sujet, on va me faire monter sur la balance, on va me dire ralentir. Alors que, tu sais, la prise de poids, ça varie de femme en femme, puis comme de vraiment être strict. Ça devient une obsession. Tu oublies que dans tout ça, t'es enceinte. Pourtant, là, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. J'étais pas quelqu'un qui avait des cravings bizarres de fou. Puis avant ça, j'étais quelqu'un qui faisait quand même mon sport. J'étais pas en surpoids, ben, pas si longtemps. Tu sais, j'ai pris les quarantaine de livres, puis quand j'ai accouché, j'en ai perdu une trentaine, comme ça. Comme après, quand 4 semaines, là, je suis remontée sur la balance, puis j'étais à moins 33 livres. C'est fou d'avoir quand même été aussi suivi pour ça, pour quelque chose qui est parti comme ça. Est-ce que tu as eu un suivi postpartum adéquat? La personne qui a fait mon suivi postpartum, c'est ma mère. Parce que réellement, si on parle de, par exemple, les infirmières ou les infirmières, pas du tout. Moi, quand j'ai quitté l'hôpital, on nous a envoyé prendre des prescriptions, c'est tout. Il y a une infirmière du CLSC qui est venue voir après. Elle est juste venue voir que tout allait bien. Elle a décidé qu'il ne prenait pas assez de poids. Ça avait été une autre complication. J'étais comme, what am I doing wrong? En plus, à ce moment-là, j'allaitais encore. Puis tu sais, il y a beaucoup de... Dans ma communauté, dans mon petit village, disons, des femmes... Abordons cela! Il y a encore une mentalité comme quoi, you know, breast milk is not the best thing for your baby. Laisse-la pas assez. Faut bailler petite la céréale. Je dis pas que c'est pas bon de le faire, parce que c'est libre à chaque maman de décider de ce qui est bon pour son bébé. Mais moi, au début, je trouvais qu'il était un peu petit, je voulais continuer à lui donner le lait. Elle faisait souvent se sentir comme si c'était pas assez. Puis donc, quand l'infirmière, elle est arrivée, puis elle m'a dit qu'il prend pas assez de poids, parce que je pense qu'il y a une période où il perd un petit peu du poids de naissance, puis ils doivent le reprendre. Donc, je pense qu'il avait pas encore repris. Elle me parlait de suivi, de DPJ. Non, elle m'a dit que si elle allait revenir, puis que si d'ici 7 jours, il n'avait pas repris son poids, DPJ. Elle ne pourrait pas fermer le dossier qu'elle allait devoir faire un signalement. Puis j'ai eu tellement peur.
En plus, c'est tellement commun que l'enfant perd du poids par la suite. Ouais, ça, je l'ai appris par la suite en racontant justement l'histoire à d'autres mamans qu'elles étaient comme, hein? Moi, j'ai eu peur là sur le coup, tu vois, je me Mais disais, oui. ouais, ok, alors réellement, c'est que ça lui suffit pas. Alors que, c'est juste qu'il avait son propre développement. Madame n'a besoin de nous. Mais tu vois, c'est ça aussi. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de pression de la part des professionnels de santé. C'est normal pour les bébés de perdre du poids. Lorsque l'allaitement n'est pas encore bien installé, c'est normal qu'il y ait des variations au niveau du poids. On veut que bébé continue de prendre du poids et on va tout mettre en place pour que ce soit fait. Mais surtout, avec l'allaitement, c'est important qu'il y ait du soutien au niveau de l'entourage. Maman est fatiguée, bébé pleure, bébé dort pas. Oui, mais pompe, faut pomper. Pompe plus. Like it's easy. T'as fini de pomper, là tu dois choisir entre laver les pièces du... C'est jamais terminé. laver les pièces, mettre les choses au frigo, et ensuite aller te doucher. By the time you do that, baby's awake. Puis ensuite on va te dire, ben repose-toi. Le repos c'est important. Dors quand il dort. Dors quand il dort. Moi je me souviens, je faisais tout le processus. Quand je finis de faire le processus, c'est le temps de l'allaiter encore. Fait que si t'as pas un bon entourage qui déjà croit que l'allaitement c'est ce qu'il y a de plus optimal pour bébé, ça décourage. C'est important de soutenir les mamans allaitantes et de pas leur donner de la pression comme la madame. Donc, ta grossesse avance toujours très bien. On se rapproche du terme. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette période-là? C'est dans cette période-là que tout le poids est arrivé. Donc là, ça commençait à s'étirer pour moi. On m'a dit que j'étais à terme. Alors là, ça pouvait être une question de jours ou de semaines encore. Oui. C'est cette attente-là qui, psychologiquement, it gets to you. D'un côté, ton corps est fatigué d'être enceinte. Mais de l'autre côté aussi, c'est pas seulement ça, c'est que tu as envie de voir ton bébé. Je me demandais à quoi il ressemblait. J'ai eu un nesting. L'instinct de faire le nid, genre. Vraiment fort. Mais vraiment fort. J'avais besoin de sentir les produits mélangés. I needed to feel like it was clean. Je nettoyais ses vêtements à l'avance plusieurs fois. Les rendez-vous maintenant qui ont précédé la grossesse aussi, une autre pression qu'on me mettait, c'était que je dilatais pas. Maintenant, je sais qu'il est encore tôt pour dilater. Il y a des femmes qui écoutent là, c'est quelques jours avant. Quand tu dis tôt, c'était environ 37, déjà, on me parlait de... Le médecin avec qui j'étais aussi, elle avait vraiment focus sur mon poids. Donc, vers la fin, je te promets, je vais m'en souvenir. Elle me disait qu'elle allait devoir commencer à me suivre plus souvent. Je pense que de toute façon, à la fin, les rendez-vous sont plus rapprochés. Oui. On se voyait plus souvent et tout. Puis là, elle vérifiait à chaque fois. Puis au début, c'est comme, OK, le col est encore fermé. Le col est encore fermé. Le col est encore fermé. Je dilatais pas. Donc là, elle a commencé à me dire décollement des membranes, on va voir si ça aide et tout. Sauf que pour décoller tes membranes, il faut qu'elle puisse passer au moins un doigt. Elle ne pouvait pas faire, j'étais pas dilatée. J'ai juste massé mon col à chaque fois et tout. Puis souvent, après le massage du col, j'étais inconfortable. Donc j'avais des petites douleurs et tout. Je me disais, c'est ce qu'elle fait. Il doit y avoir une raison pourquoi je dilate pas. Si ça peut m'aider, tant mieux. Elle a fait comme un peu 2-3 fois. Maintenant, quand elle a décollé mes membranes, ce qui s'est passé, on est arrivé là-bas. Elle a dit, on est ouverte à un demi-centimètre ou 1,5 cm. En tout cas, elle pouvait passer son doigt. Mais vraiment, juste là, je me souviens que comme c'était difficile qu'elle m'avait dit, moi, je pensais qu'elle vérifiait seulement la dilatation. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a décollé les membranes. Elle te l'a pas dit. En fait, que comme c'était un peu plus long que d'habitude, quand elle a fini de faire le décollement des membranes, elle m'a dit, bon, le sweeping s'est bien passé. C'est là que j'ai su qu'elle avait décollé. Sur le coup, j'ai pas vraiment réagi à ça parce que je m'étais dit, écoute, she knows better. You wanna trust the process. Yeah. Après, c'est ça, je suis partie. Je ne me trompe pas, c'était comme le matin du 7 mars. Parce que j'étais avec mon frère. On devait emmener ma mère à un rendez-vous qu'elle avait. Elle est en dedans, elle prend toute sa vie, elle est jamais sortie. Tout le monde est dans la voiture. Moi, je commence à avoir des inconforts, douleurs, mais je savais pas à ce moment-là que c'était des petites contractions ou des fausses contractions ou en tout cas, je savais pas c'était quoi. Parce que ce qui m'arrivait, moi, beaucoup dans mes dernières semaines, c'était que quand j'avais envie de pipi, ça me faisait mal. J'étais inconfortable. Donc moi je pensais que j'avais juste envie de pipi. Parce que oui, j'avais envie de pipi, mais c'était pas seulement ça. Genre. Là, je disais à mon frère que je suis pas correcte et tout, je suis pas bien et tout. Et là, il me disait, viens accoucher là, non? Viens accoucher là, non? Je prenais pas ça au sérieux. Là, on commence à faire le tour de la ville parce que ma mère a plein de commissions à faire. C'est là que je suis en train de me dire, oh, attends, I'm not comfortable. Là, je lui dis, ok, il faut qu'on rentre, j'ai vraiment envie de pipi. J'arrive à la maison, je fais pipi, ça va mieux. Je me dis, c'était probablement ça. Le temps passe, puis ça commence à revenir. Moi, je dis rien, je m'inquiète pas, je me dis, bon, enfin, des choses qui se passent. C'était le 7 mars, on m'avait donné comme date le 5. On m'avait dit qu'au plus tard, je crois, le 10, qu'on me provoquerait. Ce qui s'est passé, c'est que le reste de la journée, ça a bien été.
Puis quand je suis arrivée le soir, j'ai été dormir. Là, je me réveille vers 2h du matin. I feel uncomfortable. Il bougeait vraiment beaucoup dans les derniers jours. Je me réveillais déjà souvent. Je me suis pas inquiétée. J'ai attendu un peu, caressé mon ventre, fini par se rendormir. Je me réveille puis j'ai mal. Là, je suis comme, ok, maybe it's time to start timing. Là, je commence à compter, puis elles sont comme aux 3 minutes, je crois, aux 2 minutes et tout. Puis moi, on m'avait dit, il fallait venir à l'hôpital quand les contractions étaient aux 2 minutes. Je lui dis, ok, on est à 2 minutes là. C'était rapproché, mais très supportable. C'était vraiment léger, là, une douleur de menstruation. Là. On rentre aux toilettes et puis il y a du sang. Un petit peu. On m'a jamais parlé du sang, moi. Après, j'ai su que quand ton col travaille, tu peux perdre ton bouchon de queue, etc. Il y a plein de raisons pourquoi tu peux saigner un peu. Étant donné que quand on m'examine, moi, on ne me parle pas de possibilité de saignement, peut-être que je ne suis pas supposée saigner. Là, je commence à paniquer. On réveille le père, on réveille mon frère, ma mère, toute la maison, on panique. Moi, je me mets à pleurer, je comprends pas et tout. On s'habille, on se rend à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, mais ça va très bien là. Vraiment, oui, les contractions sont très rapprochées. Je peux te parler, rire, manger, discuter avec toi. Ça fait pas mal. On arrive, j'examine, et elle me dit que je suis à, je crois, 1,5 ou 2. Là, moi, il y a des points d'interrogation dans ma tête parce que vous m'avez dit, là, je me présente ici et vous me dites que je suis pas assez dilatée pour être admise. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, ben écoute, ce que tu peux aller faire, c'est aller marcher. Ça, tu m'en avais parlé. Je vais marcher pendant 30 minutes, 40. L'intensité a commencé à augmenter, mais elles sont toujours aux 2 minutes. Après 45 minutes de marche, je me dis, bon, je retourne. J'étais peut-être à 3. Ça avait fait qu'un petit quelque chose, mais rien de très particulier. Puis donc là, elle me dit, ok, reste un petit peu couché, on va voir. J'ai oublié à combien était à 2 mètres, mais j'étais presque là. Si j'étais pas déjà à même. Mais il n'y avait pas de chambre. Donc là, elle me dit, on a une chambre qui se libère, là, on va la nettoyer, puis on va pouvoir aller s'installer. Attendez, ils me mettent comme dans une espèce de petit espace. Ils me mettent le truc là, sur le ventre. Là, elle commence à me dire que des fois, son cœur diminue. Une fois, le cœur a diminué. Elle me dit qu'il descendait un petit peu plus bas que ce qu'ils aimeraient. C'est à ma mère, à ma belle-mère et tout, donc c'est la panique. Comment ça? Ça m'aide pas. Hein? En plus, là, je peux pas bouger parce qu'il y a le truc sur mon ventre. Donc là, les contractions commencent à s'intensifier. Moi, je suis couchée sous dos, mais pas font pas. C'était vraiment plus difficile parce que moi, j'aime ça être. Ouais, comme ça m'aidait plus. Le médecin arrive sur moi avec. Par contre, ce médecin-là, c'était un amour. Elle arrive avec son tableau graphique imprimé. Puis elle me montre le cœur mobile. Elle m'a dit, regarde, ça c'est descendu. Mais là, tu vois, ça fait à peu près 1h30, 2 heures. Tout est normal. On va pouvoir t'admettre ou te laisser partir si tu veux. Parce qu'elle me dit que j'aurais pu attendre d'être plus dilatée et revenir. Là, tu viens de me dire que le cœur de mon bébé a diminué. Je ne vais pas partir à la maison. Moi, je ne peux pas voir quand son cœur diminue. Donc, elle me dit, ok, reste. Elle me dit, on va juste attendre que la chambre se libère. Je reste là peut-être 30, 40 minutes comme ça à attendre. Puis là, ils arrivent sur moi et me disent, écoute, là, tu dilates plus, ça avance pas. Puis en plus, on a peur que le cœur de ton bébé, il recommence à descendre. Donc, on va te donner de l'ocytocine. Ça, c'est après combien de temps? Entre le moment où je suis arrivée et là où ils décident de te mettre l'ocytocine. J'ai envie de dire peut-être 2 heures. Non, on m'avait parlé de l'ocytocine. Puis si je me trompe pas, c'était une des méthodes utilisées pour déclencher. Mais je suis là, je suis dilatée. Je dis non, mais là, on te déclenche pas. C'est juste, on va aider ton corps à dilater. La façon dont tu m'expliques ça, ça ne peut être qu'une bonne chose. Je suis comme d'accord. On peut pas attendre. Toi, elle me dit, c'est pas vraiment une bonne idée. Tout ça, le cœur de ton bébé va pas bien. Il faut vraiment mettre et tout. Ils venaient dire que c'était stable depuis 1 heure. Okay. So then they move me into a room et puis on me met l'ocytocine. Et au début, elle me dit qu'ils vont mettre jusqu'à 10. Au début, on commence à 2. Au début, ça va. Ma petite soeur était avec moi. Il y avait comme le tableau que tu peux voir. À un moment donné, elle regarde le tableau, l'infirmière rentre, elle dit on va augmenter la dose. Et puis là, ma soeur regarde le moniteur et puis elle voit qu'on est rendu à 6. On a fait 2, 6. La douleur a skyrocket. À partir de là, j'étais comme, j'ai pas eu le temps de m'y adapter. J'étais comme, oh, je commence à avoir vraiment mal. Et là, il n'y a plus d'affaire de respirer, ballon, tout ça. Ma soeur est comme, mais pourquoi vous avez augmenté ça comme ça? Elle me dit non, parce que 2, ça faisait vraiment pas grand chose. Elle dilatait pas du tout. Je lui dis, est-ce que c'est normal que ça me fait aussi mal? J'étais souvenue que tu m'en avais parlé de ça aussi. Elle me dit oui, en fait, il y a beaucoup de mères qui disent ça, que en fait, ça a empiré un petit peu la douleur, les contractions. Ma soeur, elle s'énerve. Il me semble que c'est quelque chose qu'il fallait dire avant. Au moins qu'elle se prépare mentalement. C'est comme, ah, ben, désolée, c'est pas moi, on m'a juste dit de mettre. Elle s'en va, elle nous explique qu'il y a des points de pression, donc on fait ça. Elle revient même pas 10 minutes après. Je me mets à 8. Rendu à 8 là. Oh non, non. Pourtant, il m'avait déjà vérifié quelques fois la dilatation, puis ça avançait, mais pas très vite. Quand on arrive à 8, puis là, je suis vraiment en train de
perdent la tête et je leur dis, moi, donnez-moi l'épidurale là. Puis elle me dit, écoute, le cœur de ton bébé a recommencé à faire des dépréciations. Elle me dit, si on te donne l'épidurale, il va falloir que tu restes couché. Je pense que le fait de bouger, ça t'aide. Donc on a peur que si tu te couches, ça ralentisse le tout. Je lui dis, ok, donc on va attendre un peu. De toute façon, l'anesthésiste n'est pas là. Et on me met dans le bain, on me donne le ballon. L'anesthésiste arrive, se prépare pour me piquer. Il me pique une première fois, donc probablement pour geler la zone, le dos rond. Pendant qu'il est en train de me piquer, son téléphone sonne. Son téléphone sonne. He picks it up. And then he's like, oh, ok. Il retire l'aiguille and he just leaves. Sans un mot. Nous, on se tourne vers l'infirmière. Défends ton collègue. Qu'est-ce qui se passe? Elle sait pas quoi dire. En fait, même elle était choquée. Donc, elle sort. Pendant comme 30 minutes et tout. On n'a aucune nouvelle de qu'est-ce qui s'est passé avec l'anesthésiste. On sait pas pourquoi. So, moi, le self-control que ça me prenait pour rester, pour arrondir mon dos et ne pas bouger tout en ayant une contraction, pour me faire laisser là, like one of the most frustrating things I've ever been through. L'infirmière revient, une autre infirmière, pas la même. Le père de mon fils, il est là, il est comme, est-ce qu'on peut, ça vous tente de nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoutez, on a un seul anesthésiste là, donc il a été appelé en urgence en haut. C'est pas notre faute. Puis là, on lui dit, ok, quand est-ce qu'il va pouvoir revenir pour qu'au moins elle puisse recevoir l'épidurale? Parce que by that time, là, Tu te gérais plus. chaque contraction qui passait prenait toute mon énergie. La contraction finissait, puis j'étais comme vidée. Puis elles étaient... Puis j'étais quand même loin, là. Si j'étais pas même à 7 cm, elle me dit, à un certain point, on peut plus te le donner. Là, je lui dis, ok, waouh. Ma famille commence à s'énerver, comme, qu'est-ce qui se passe? Elle me propose un gaz. Je lui dis, give it to me. Elle me dit, il faut que tu fasses attention parce que quand tu prends le gaz hilarant, on peut pas te donner l'épidurale. Donc, elle me donne le gaz hilarant qui ne fait absolument rien pour moi. Après un temps, l'anesthésiste fait juste revenir. Elle dit, je suis prêt à continuer. L'infirmière regarde, elle me regarde, elle regarde l'anesthésiste et tout. Elle est comme, ok. Mon copain dit, mais elle vient de prendre le gaz. L'anesthésiste nous dit, non, il n'y a pas de souci. Donc, à partir du moment où j'ai reçu l'épidurale, moi, je suis bien. Je commençais à me sentir vraiment dans les vagues. Je sais pas si c'est le gaz qui avait finalement hit ou si c'est le mélange des deux. À un moment donné, le médecin arrive, il regarde le graphique, il vérifie tout. Elle me vérifie, elle me dit que je suis à 7,5, 8. Je suis comme, ok, ça s'en vient. On arrive au bout, je vois qu'elle regarde le graphique là. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle nous dit rien, elle sort. Elle revient avec une gynécologue. Ils regardent les deux le graphique, ils sortent. Ils nous disent rien, puis ils reviennent. Ils nous regardent. Ils nous disent, le cœur, ça va pas. Des dépréciations profondes. Il va falloir que tu fasses une césarienne. Depuis le début, je suis là en souffrance et tout. Pour au final, pour moi, j'avais l'impression d'avoir fait tout ça. Je suis pas vraiment informée sur la césarienne d'urgence. C'est pas une césarienne planifiée. C'est une opération majeure. J'avais mon père qui était là. Moi, je vais en pleurer. Non, je veux pas une césarienne. Je dis, non, reprends-toi. Il me dit, non, bleed, non. Il m'a vraiment parlé dans le casque là. Il m'a dit, écoute là, non, arrête de pleurer. Donc là, je dis, oui, je vais le faire. Je voyais le père de mon fils qui marchait comme ça. On s'y attendait pas. Mais à 8 cm là, rendu là, c'est comme, est-ce que tu veux vraiment prendre le risque? Quand elle me dit là, qu'il faut faire une césarienne, elle me le propose. Selon nous, ce serait mieux de faire une césarienne d'urgence parce que le cœur de ton bébé est vraiment, il est en train de s'épuiser. Sauf que il y a des risques. Si tu choisis de ne pas faire la césarienne, il est possible que ton cœur ne tienne pas. Je veux pas prendre ce risque là. Elle me dit qu'on peut encore regarder pour voir. Moi, je veux pas perdre l'enfant. À la minute où je lui dis qu'on va faire la césarienne, elle est comme, ok, go, on y va, go. Elle me dit, on peut plus attendre là, le cœur du bébé va lâcher. À partir du moment où j'ai dit oui, c'est plus une proposition là, son cœur va lâcher. Je bouge tout le monde autour de moi, ils me font signer un papier. I don't even have the time to read. Je suis dans un état là, je me sens droguée. J'ai vraiment peur. Everything is flu. I hear people, c'est un écho. En bon montréalais, des babas. Là, il me dit, on va enlever les anneaux puis la chaîne. J'avais lu dans mes recherches pendant que j'étais enceinte que it's not good to have your contact lenses on. Là, moi, je me dis, tu me dis, mais vous avez lu le papier. Elle le dit, on les aurait retirés en même temps que les bijoux. Parce que là, moi, je suis attachée là. Non, j'ai pas lu le papier. Non. Vous êtes en train de me dire, le cœur de mon bébé va là. Tu veux vraiment que je prenne le temps de lire 3 pages là? Qu'ils les enlèvent pour moi. Puis moi, j'avais un anneau qui n'est plus là, mais c'est un anneau qu'on appelle infini. Il faut l'enlever avec une pince. Il faut que je signe une décharge pour dire que if anything was to go wrong, c'est moi qui avais enlevé mon anneau. Moi, j'ai dit coupez-le. Ils sont pas équipés selon ce qu'ils me disent. Ils me mettent du tape sur l'oreille. Pareil, ils commencent à anesthésier. Mind you, j'ai déjà reçu l'épidurale, donc je suis supposée déjà être quand même relativement noble. Chaque fois qu'ils mettent une dose, elle me pince pour demander si je sens. Elle me pince, je sens. Elle me pince, je sens. Des fois, elle me pince, je suis comme ils mettent. Jusqu'à puis j'étais déjà comme drowsy là. Puis là, à un moment donné, je leur demande, mais jusqu'à quel point est-ce que vous pouvez doser? Là, il me dit, faut pas que vous sentiez. Je sais qu'on va me couper là. C'est pas vrai que je vais dire que je suis correct alors que ça me fait mal quand tu me pinces. Finalement, ils commencent. Donc, entre-temps, ils ont préparé le père de mon fils qui est venu s'asseoir à côté de moi. Je sens juste une super grosse pression, genre je sens qu'on pousse sur mon ventre, genre ça me coupe le souffle. Là après elle me dit, après
après l'avoir fait. Il faut pousser sur le ventre pour faire descendre le bébé. Je suis comme, ok, fine, mais il est trop tard, tu l'as déjà fait. Ils sortent le bébé, ils le mettent sur moi. Là, je leur demande à quelle heure il est né. Ils me disent, il est né à 22h08. On était dans notre petit moment là. Ouais. J'ai commencé à avoir la nausée, puis j'ai vomi sur mon copain carrément. Ils ont pris le bébé, ils l'ont donné à mon copain, puis ils sont partis avec. Ils m'ont mis dans une salle pendant 2 heures que j'ai le temps de dégeler. Mon copain est descendu en bas avec le bébé. He's doing skin to skin. Il faut lui donner à boire du lait. Moi, I wanted to breastfeed, mais je n'étais pas là. J'étais en haut en train de... So they introduced him to formula. À ce moment-là, il lui donne la formule. À quel moment tu redescends? Je les pressais tellement à chaque 3 minutes là. Quand ils l'ont mis sur moi, j'avais plus mes verres de contact. J'étais vraiment myope. So, j'ai vu son visage, mais comme... T'as pas vu les détails? Je voulais vraiment mieux le voir. À un certain point, on m'a descendu. Et je pouvais bouger au moins comme un peu là. La première chose que je demande, c'est mes verres de contact. Avoir su, j'aurais apporté mes lunettes. Il y a toute ma famille, il y a tout le peuple là qui aime me voir. Cette partie-là est un peu floue pour moi parce que je pense qu'avec toutes les doses qu'on m'a données, je me souviens pas. Je me souviens juste qu'on m'a réveillée pour allaiter. And it was night time. Avancé dans la nuit. Ouais. On le met à mon sein and he's not taking it. C'est vraiment difficile. Et l'infirmière est là, elle prend mon sein. C'est pas comme ça, redresse-toi, mets l'oreiller et tout. Aucunement patiente. Vraiment là, 2 sur 10. When he was latching, it was like for a couple minutes. Après ça, je n'avais pas encore eu ma montée de lait. J'ai la césarienne là, donc je peux même pas me redresser. J'ai vraiment très mal et puis je saigne vraiment beaucoup. Après un moment, elle est arrivée sur moi avec une feuille. Je suivais ça. Noter les selles, les urines. Après ça, il y a eu la première levée. C'est la première fois que je me mettais debout. Très difficile. Ils m'ont mis debout juste le temps que je m'assoie. Je pouvais pas me redresser. C'était vraiment là. J'ai allaité, ça fonctionnait pas. Mon sein, il prenait tout son visage. La dame me disait que c'est parce que peut-être mes seins étaient trop gros. Même s'ils sont gros, tu peux allaiter. Ils ont commencé à nous amener des bouteilles de formule. Déjà là, ça aussi, c'était décourageant. On est resté là-bas environ 2 jours, même pas 36 heures, je crois. Donc il y a une infirmière qui est venue entre-temps qui nous a montré de meilleures techniques. Et c'est ça, comme je disais, quand on est parti à la maison, on a eu pratiquement aucune directive sur le rendu à la maison. Ils donnaient des prescriptions à moi, donc des antidouleurs. Ils m'ont dit prends pas de douche, la cicatrice, puis c'est tout. Et 7 jours après, je paniquais pour rien. On m'avait dit qu'à l'intérieur de 2 semaines, je crois que je pouvais retourner à l'hôpital avec. Vous pouvez vérifier tout whatever. Puis quand je suis retournée avec lui à l'hôpital, ils m'ont dit que non, il fallait aller à Saint-Justine. Yo, bah, il menti. Ben, on m'a dit. Son petit boutchou à bientôt 9 mois, comme on le disait au début de la vidéo. 9 mois de maternité. You made it. A round of applause for that. It was hard, mais ma mère était là. Mon copain était là, mes frères et sœurs étaient là. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'arrivais pas à prendre le beat. Au début, je trouvais ça vraiment difficile, puis je stressais pour un rien. On m'avait dit que ça se pouvait qu'il y ait des cristaux dans son urine pendant jusqu'à 7 jours, puis il y en a eu pendant peut-être 9 jours. Puis moi, j'étais comme, oh non, il dormait pas. J'avais peur aussi de les laisser dans le Moïse, mais j'avais peur de dormir avec lui. Stériliser les mouvements, ça me faisait vraiment peur. J'avais peur qu'il prenne une bactérie. Au début, c'était vraiment une pile de précautions. Je savais jamais sur quel pied danser. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que I don't remember what it was like. Ça s'oublie. C'est un petit garçon plein de vie. Definitely brings a light dans ma vie. Premièrement, cette grossesse n'était pas prévue. Deuxièmement, l'accouchement a été un peu houleux. Mais honnêtement, you know, it was for the best. Il est là, il va super bien. Et toi aussi, tu vas bien? Moi aussi, je vais bien. C'est ça, on s'en relève. On s'en relève. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci. Merci pour ton... Merci pour ton soutien. Merci de partager ton histoire. Je sais que ça va aider beaucoup de mamans. Encore une fois, merci. À toutes les mamans, restez fortes. Vous êtes capables. À tous les conjoints, vous êtes capables aussi de soutenir la maman. Le soutien est apprécié. Et comme tu le disais, le soutien de ton copain. Pendant l'accouchement, pendant le recovery, jusqu'à aujourd'hui, c'est primordial. Ouais. À la prochaine!